D'accord. papi. Oui, Simon. La chaleur, c'est la mise en mouvement aléatoire des particules qui constituent la matière. Cette agitation moléculaire produit des effets sur la matière. Nous connaissons tous plus ou moins bien ces effets. Accumulation de la chaleur, c'est l'inertie. Transmission de la chaleur, dilatation, changement d'état et rayonnement. L'objectif de cette vidéo est de les analyser afin de bien les comprendre, ce qui constitue un préalable à la maîtrise de la chaleur et sa domestication à notre profit. Nous y consacrerons 8 minutes. Chaque matériau, en fonction de sa composition et de son organisation moléculaire, a ses caractéristiques propres. Toutes ces caractéristiques vont nous intéresser. Nous les traiterons toutes individuellement. Nous passerons ainsi en revue la capacité thermique, massique ou volumique, c'est la même notion. La conductivité thermique. Ces deux caractéristiques débouchant sur ce qui n'est pas une caractéristique mais une qualité, le déphasage. Nous verrons également la dilatation, le changement d'état et enfin le rayonnement. Commençons par la capacité thermique. Nous retiendrons la capacité thermique volumique qui nous intéresse beaucoup plus dans l'isolation que la capacité thermique massique. Deux petits dessins pour illustrer la chose. Nous sommes en présence de deux récipients de cuisine, l'un en aluminium, l'autre en fonte d'acier. La capacité thermique d'un matériau, c'est sa capacité à stocker de l'énergie. À volume égal, la fonte d'acier peut stocker beaucoup plus d'énergie que l'aluminium. La casserole sera donc chaude beaucoup plus vite et devra être choisie pour les cuissons rapides, et la cocotte en fonte pour les plats mijotés. Les œufs durs dans la casserole en aluminium, le bœuf en daube dans la cocotte en fonte d'acier. La conductivité thermique, c'est la facilité avec laquelle la chaleur va se propager dans un matériau. À nouveau, un petit dessin. Et oui, chacun ses références. Pour moi, la cuisine, ça compte. Donc, deux casseroles. Une avec une queue en verre, l'autre avec une queue en bois. Si je vous propose de faire bouillir de l'eau dans les deux, et ensuite, sans protection, de prendre ces casseroles par la queue pour les déplacer, avec laquelle pensez-vous que vous risquez de vous brûler? J'entends déjà les réponses, avec la queue en verre. Vous voyez bien que vous avez déjà des notions. La dilatation est une prise de volume de la matière sous l'effet de la chaleur et de la mise en mouvement de ses particules. Quelques petits dessins pour imaginer. Elle est assez faible pour ce qui concerne les liquides et les solides. Elle doit néanmoins parfois être prise en compte pour en anticiper les effets. Ainsi, sur les ponts, il est souvent nécessaire de prévoir un joint de dilatation à chaque extrémité, émetteur du fameux plomb, plomb au moment du passage. Faute de ces joints, le tablier du pont ne pourrait pas se dilater sous l'effet de la chaleur, ce qui pourrait provoquer des fissures. De même, pour les rails de voie anciennes, un espace est ménagé au droit de leur jonction, émetteur du fameux double plomb-plomb au moment du passage d'un bougie. Pour les gaz, la dilatation provoque une expansion souvent importante. Si cette expansion est bloquée, alors le gaz va monter en pression, on parlera de gaz comprimé. Si cette dilatation n'est pas bloquée, on parlera de gaz dilaté. Dans le cas d'un ballon à air chaud, les particules de l'air chauffé vont prendre plus de place. L'air va se dilater. Ce faisant, un mètre cube d'air chaud captif contiendra moins de particules et sera plus léger qu'un mètre cube d'air extérieur. Il va ainsi monter et entraînera le ballon dans son ascension. Le changement d'état. La matière peut se trouver sous plusieurs formes.
liquide, solide ou gazeuse. Certains matériaux peuvent se trouver sous une seule forme, d'autres sous deux, voire sous les trois formes en fonction, entre autres, de leur température. Quelques dessins. Par exemple, l'eau peut, au-dessus de 100 degrés Celsius, se trouver à l'état gazeux, entre 0 et 100 degrés à l'état liquide, et enfin en dessous de 0 degré à l'état solide sous forme de glace. En rechauffant cette eau, on va repasser par les trois états. Les métaux sont souvent utilisés à l'état solide, mais ils sont chauffés à très haute température pour être coulés. Ils sont rendus malléables également sous l'effet de la chaleur pour les forger. La silice sera utilisée à l'état solide, donc sable pour faire du béton, et à l'état liquide pour couler du verre. Le rayonnement est le dernier effet produit par de la chaleur sur la matière. Avec un chalumeau, du métal chauffé à très haute température va changer de couleur jusqu'à devenir quasi blanc. On parle de chauffer à blanc. C'est ce que l'on faisait autrefois dans les ampoules dites à incandescence. On chauffait un filament par passage d'électricité et montée en température par effet jaune. Ce filament émettait assez de lumière pour éclairer l'espace proche. Malheureusement, ce principe émettait aussi beaucoup de chaleur, effet non recherché, donc perte d'énergie, d'où leur abandon. C'est une façon pour la matière d'évacuer la chaleur sous forme de lumière. Dans les températures de la vie courante, cette lumière n'est pas visible à l'œil. Les émissions sont dans la gamme des infrarouges. Par contre, les caméras thermiques détectent très bien ces rayonnements et les mettent en évidence, nous permettant ainsi, sans éclairage, de voir quand même tout ce qui est chaud. Animaux la nuit, mais aussi fuite de calories sur un immeuble lors d'une thermographie. Effet de la chaleur sur nos habitats. Selon la conductivité d'une paroi, la chaleur va la traverser en plus ou moins grande quantité. Toujours en fonction de sa conductivité, mais en association avec sa capacité thermique volumique, cette chaleur va la traverser plus ou moins vite. C'est ce que l'on appelle le temps de déphasage. En chauffant l'intérieur de notre habitat, on provoque une dilatation de l'air, ce qui déclenche une mise en mouvement par convection. Enfin, en montant les éléments constitutifs de l'habitat en température, on va provoquer une dissipation de chaleur par rayonnement. Donc, cette chaleur que l'on voudrait tant garder dans nos intérieurs l'hiver et hors de nos intérieurs l'été va migrer. On parle de fuite de calories. Ces fuites ont lieu de trois façons. Ces trois thèmes relatifs aux fuites, convection, conduction, rayonnement, sont traités individuellement dans d'autres vidéos. En conclusion, face à cette fuite inexorable de la chaleur, nous avons deux solutions. La première, pour compenser toutes ces pertes, produire plus de chaleur, avec pour corollaire, malheureusement, moins de confort, et aussi consommer plus, dépenser plus et polluer plus. L'autre solution consiste à essayer de garder cette chaleur, ce qui nous évitera de chauffer. Nous aurons ainsi un meilleur sentiment de confort et, cerise sur le gâteau, nous consommerons moins, nous dépenserons moins, nous polluerons moins. Avec l'argent économisé, nous pourrons faire autre chose. Ceci passe par de l'isolation. Dans d'autres vidéos sont développés les comment, où, pourquoi, avec quoi. Moi, j'ai déjà choisi mon camp. À vous de choisir le vôtre. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Proverbe africain.